Je voulais donc qu'on revienne sur cette cérémonie d'hier et tout le monde est un peu... Quoi, tout le monde ? Non. On hésite à dire les choses. Et ce qui me frappe, on hésite à dire les choses dans l'espace médiatique, comme toujours. Tous les gens qui regardaient ça hier éprouvaient une sorte de malaise, me semble-t-il. Pire. Parfois pire, une sorte de malaise. Mais en même temps, faut respecter ce qu'a souhaité la famille, sans doute. Et c'est quand même extrêmement important de le rappeler. Donc c'est une cérémonie d'hommage. Mais pourquoi malaise ? Parce qu'on a le sentiment qu'on combat l'islamisme avec de la musique de chambre, pour le faire court. Avec évidemment, je comprends bien qu'il y a quelque chose de un poil caricatural dans ce que je dis. J'en suis bien certain. Mais il y a quand même cette perception-là, cette petite musique, si j'ose dire. Alors, je voulais qu'on voit le sujet d'Alice Sommerer. On verra d'ailleurs votre tweet. Je peux tout de suite montrer votre tweet, d'ailleurs, si vous voulez, Elisabeth Lévy, parce que vous avez été la plus virulente sur ce sujet. J'ai cité le maire d'Arras. En hommage à Dominique Bernard, le maire d'Arras délivre un discours capitulaire à base de vivre ensemble et de différence qui nous enrichit pendant qu'une artiste dessine des cœurs sur la toile. Bon. Je pense que dans ce tweet, on voudrait du Churchill. Le monde est plein d'idées chrétiennes devenues sottes. Et on a du Mère Teresa pour les nuls. Vous traduisez ce que... J'ai aucun sondage ce matin. Vous traduisez ce que 80% des gens pensent. Voilà ce que, au fond... Bon, mais personne ne le dira dans l'espace médiatique parce que tout le monde a un peu peur. Tout vous dire, voilà, on a un peu peur. Je ne comprends pas, en fait, la volonté de la famille. Mais allez-y, pardon. La volonté, il faut l'entendre. Mais c'était quoi la volonté de la famille ? C'était qu'il n'y ait pas de politisation, mais désigner l'islamisme, c'est pas encore une politisation. Mais j'entends. Pardon. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais surtout ce qui me, et c'est peut-être pour ça que CNews a une certaine, écoute, audience, c'est que nous faisons simplement que traduire ce que beaucoup de gens pensent à travers cette cérémonie, beaucoup. Alors que hier soir, évidemment, tout le monde est sur un autre registre. Alors voyons le sujet d'Alice Sommerer. En hommage aux professeurs assassinés, une minute de silence est organisée au niveau national dans les collèges et lycées aujourd'hui. Une cérémonie qui pourrait être compliquée à mettre en place selon les enseignants. La situation va être très très différente d'une école à l'autre. Il y a des écoles où ça ne posera pas de problème et des écoles où cela posera problème. Des élèves vont soit faire des provocations, soit participer en traînant les pieds à cet hommage. Dans un entretien à la Tribune dimanche, la ministre de l'Éducation nationale rassure et annonce une baisse très nette du nombre d'atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires à la rentrée 2024. Par comparaison avec l'année précédente. Mais les enseignants, eux, demandent plus d'actions concrètes. C'est bien joli des minutes de silence, c'est bien joli des hommages, mais ça vient après. Nous, ce qu'on aimerait, je pense, sur le terrain, c'est de vraies actions, c'est-à-dire qu'on arrête avec le pas de vague. Quand un professeur tire la sonnette d'alarme, on l'écoute, on le soutient. On met en place de vrais projets d'éducation qui remettent le savoir au centre de tout. Parce qu'en l'état, c'est l'obscurantisme qui triomphe, qu'on puisse, comme vous dites, étudier tout sereinement, dans tous les quartiers, sans se censurer. Désormais, un professeur menacé obtient la protection fonctionnelle dans 100% des cas. 4000 agents du ministère en ont bénéficié l'année dernière. Alors évidemment, la phrase qui fait polémique, à mon sens, c'est la phrase de Frédéric Le Turc, qu'on va entendre. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Moi, je ne veux pas entrer en polémique avec M. Le Turc, mais je lui répète que le terroriste ne m'enrichit pas. Il est très différent de moi, il ne m'enrichit pas, le terroriste. Écoutons M. Le Turc. Je terminerai par cette phrase de Saint-Exupéry qui donnera le ton des prochains mois. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Vive l'école, vive la vie, vive la République et vive la France. Moi, je trouve que c'est désolant. Je trouve que d'arriver aujourd'hui à dire ça avec ce qui se passe en France, ce message-là, je le trouve désolant. Moi, je suis d'accord avec vous. Nathan Dever. Je suis d'accord avec vous et d'autant plus d'accord qu'en l'occurrence, Saint-Exupéry, c'est pas l'humanisme mou. L'humanisme défendu par Saint-Exupéry, c'est une position radicale qui vise des ennemis. Et c'est pas pour rien que Saint-Exupéry est mort au combat et qu'il a combattu les ennemis de son humanisme. Et là, en l'occurrence, il était tout à fait possible de rendre hommage à Dominique Bernard, comme cela a été fait. Dominique Bernard, figure sublime, le meilleur de ce que l'éducation nationale française incarne. Vous avez lu l'article dans Le Monde sur son cabinet de lecture, sur les tapissés de livres des plafonds jusqu'au sol, tout en nommant l'ennemi.
En l'occurrence, l'ennemi qui nous désigne, l'ennemi qui nous nomme. C'est pas nous qui avons décidé, en quelque sorte, de déclarer la guerre à l'islamisme. Pourquoi c'est très important de nommer l'ennemi ? Parce que là, c'est une question de symbole. Ce monsieur qui a tué Dominique Bernard, il voulait tuer un professeur d'histoire et il a tué un professeur de français. C'est ça qu'il détestait. C'était la littérature, l'amour des livres, l'amour de la pluralité, l'amour de la curiosité, l'amour du corps. Mais pourquoi les politiques l'amour ne de parlent l'histoire pas comme vous ? Mais c'est très important. Pourquoi aucun homme politique ne parle comme vous ? Je sais pas. Mais en tout cas, vous avez raison. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une forme de frilosité. Pourquoi une hypothèse ? Parce que ce que dit Nathan... Et l'évidence. Et alors pourquoi personne ne le dit ? Parce qu'on a du mal à concevoir qu'on est des ennemis. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est tellement gentil, qu'on est tellement pour la l'égalité et la liberté qu'on n'arrive pas à imaginer qu'on est des ennemis. Et donc on n'arrive pas à concevoir que l'islamisme soit un ennemi. Voilà, c'est tout. On a un angle mort dans notre conception contemporaine, c'est le fanatisme religieux. Et celui de l'islamisme tout particulièrement. Oui. On n'arrive pas à comprendre ça parce qu'on est sorti de ça. Enfin, tous les fanatismes religieux n'ont pas le bilan de mort. Hein. Non, et par ailleurs... C'est pour ça que je parle de l'islamisme, évidemment. Mais par ailleurs, d'abord, on a peur, tout simplement. On a peur de la réaction des médias. On a peur d'être traité d'islamophobe. On a peur d'être traité de raciste. C'est tout simplement cela. Et par ailleurs, comme on pense... Parce que les solutions ne sont pas simples. Il faudrait mener le combat. Moi, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que les Français attendent. C'est pas des discours mous du genou, bébêtes sur le vivre ensemble que plus personne ne croit. C'est un discours de combat. Or, comme personne ne veut le mener, ce combat, on est en train... C'est sûr que c'est plus facile pour Monsieur Le Turc de dire ça dans les médias, parce qu'il n'aura pas de problème. Tout le monde dira, c'est formidable, vous ne faites pas de l'islamisme un fonds de commerce. Bravo, bravo monsieur. Moi j'ai entendu ça ce week-end. Il se trouve que j'ai fait un papier dans le journal du dimanche. J'ai entendu 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, tu fais un fonds de commerce de cela. Fonds de commerce, c'est comme... Il y a effectivement dans toutes les périodes difficiles, en fait il y a les collabos, peut-être dans toutes les périodes, et puis il y a ceux qui essayent de résister. Tout simplement, je ne veux pas faire d'analogie, mais ça me paraît étrange. Donc c'est très facile pour Monsieur Le Turc. Il n'aura aucun souci. Mais en plus, Georges Fenech. C'est-à-dire que je partage entièrement, croyez bien. Et tout le monde partage, mais personne ne lui dit. Moi, Monsieur Le Turc peut répondre, bien sûr. S'il souhaite venir demain matin sur ce plateau, il peut venir. Mais il ne viendra pas. Approprié. Mais par contre, ce qui me rassure quand même, c'est, et Dieu sait si je suis critique habituellement contre un certain laxisme judiciaire, c'est qu'en matière de lutte contre le terrorisme, la justice ne fait pas dans la dentelle. Souvenez-vous de tous les procès qui ont eu lieu, notamment celui du Bataclan. Les peines sont tombées. Les peines sont tombées. Il y a eu des procès formidables. Donc là, juste avec le parquet national antiterroriste, etc., on a quand même réagi. C'est pas le sujet, Georges. Non, mais j'entends bien, mais ces discours... Si vous entendez bien, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'islamisation de la France. On le combat sur le plan judiciaire. Pas l'islamisation de la France. C'est le fait qu'on ne résiste pas. Le sujet, c'est les revendications identitaires liées à un mode de vie que certains veulent imposer sur le territoire de France. C'est parfois le foulard, c'est le menu halal dans une cantine. Je peux vous citer beaucoup de cas. C'est l'islamisation de la France dans certains quartiers. C'est ça le sujet. Et pardon, c'est le sujet. Oui, Dominique Bernard, mais le sujet, parce que la figure aurait dû être précisée. Et je voudrais de Dominique Bernard. Philippe Guibert. Non, mais évidemment, vous avez entièrement raison sur ces revendications et qui vont jusqu'à la violence du terrorisme. Mais ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est que face à ça, ceux qui ne sont pas musulmans, ni encore moins islamisme, ne prennent pas assez conscience du danger et de ce que ça représente comme régression pour la société française. Enfin, c'est au-delà de la régression, puisque c'est une remise en cause de tout ce qui a fait notre société. Et donc, c'est encore plus que l'islamisation, c'est vraiment cette mollesse qui m'inquiète. Anne Genetet, que je ne trouve pas, pour le moment, sur ces sujets, pareil, qui ne dit pas les choses. Personne ne dit... Madame Anne Genetet n'a pas dit, à Tourcoing, le souci, c'est l'islamisation en marche de la société française. Non, pas l'islamisation en marche. La revendication identitaire liée à l'islamisation. Voilà. Elle ne veut pas dire ça. Donc on parle d'autre chose. En fait, on fait du bruit avec sa bouche, mais on ne parle pas du vrai sujet. Écoutons Madame Anne Genetet, qui a pris la parole sur Instagram. Là aussi, elle ne dit pas les choses. C'est à base de volontariat, la minute de silence. Oui. C'est à base de volontariat. Oui, vous n'êtes pas obligé de le faire. Non, vous ne pouvez pas l'imposer.
Vous ne pouvez pas l'imposer. L'État ne peut pas imposer. C'est le chef d'établissement qui fait ce qu'il veut. Vous pensez que dans des établissements, aujourd'hui, dans toute la France, il y aura une minute de silence ? Mais vous rêvez. C'est une grande lâcheté parce que l'État se défausse sur les proviseurs et les professeurs. Si on n'est pas capable de faire une minute de silence pour les victimes du terrorisme, mais on n'est pas capable. Mais on n'est pas. Mais on l'a vu avec le 7 vous octobre, découvrez. Mais c'est incroyable, exactement. Le 7 octobre. Écoutons Madame Anne Genetet et on va appeler Lisa Kamen Herzig, qui va m'expliquer tout ça, qui me l'a dit tout à l'heure en antenne. Tu ne peux pas imposer ça. T'as pas le droit. D'ailleurs, c'est même pas dans les textes. L'État ne peut pas imposer. Ils l'ont fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Bon, écoutons Madame Anne Genetet. Dans tous les collèges et lycées de France, une minute de silence sera observée en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, 2 professeurs sauvagement assassinés en 2020 et 2023 pour avoir défendu la liberté d'expression. C'est en leur mémoire que je souhaiterais que vous vous recueilliez aux horaires et conditions définis par vos équipes éducatives. Dans la même semaine, un moment d'analyse et de réflexion pourra vous être proposé par vos professeurs pour prendre du recul et discuter sur ces événements. Le rôle de Samuel Paty et Dominique Bernard, comme pour tous vos professeurs, était de forger l'esprit critique de leurs élèves en les confrontant aux faits, aux opinions et aux analyses. L'hommage doit être à la hauteur du traumatisme subi et digne des valeurs et des principes de notre pays. Je sais pouvoir compter sur vous. Nous ne devons jamais oublier Samuel Paty et Dominique Bernard. Lisa Kamen Herzig est avec nous, elle est professeure des écoles. Bonjour madame, et c'est vous qui me disiez ça tout à l'heure, et je voulais que vous me le confirmiez. 7 minutes de silence est à base de volontariat, je ne dis pas de sottise. Il y a une minute de silence qui est définie par la loi en France, c'est celle pour l'armistice du 11 novembre. Pour imposer quelque chose à des écoles, à des institutions, quelles qu'elles soient, il faut une base légale. Or, un texte publié sur Eduscol, qui est le site de l'Éducation nationale, ou même un discours de Mme Genetet n'est pas une base légale. La question, c'est, si vous voulez, il y a 2 choses qui luttent. C'est l'autorité hiérarchique. Donc normalement, un fonctionnaire est censé obéir aux ordres qu'on lui donne. Encore faut-il que ce soit formulé sous forme d'un ordre. Et la liberté de conscience. Et ces deux principes peuvent lutter. Il y a des jurisprudences là-dessus, mais qui sont parfois contradictoires. Donc on s'imagine bien que l'État ne va pas s'engager dans des procès contre des professeurs qui n'auraient pas respecté cette minute de silence. Par ailleurs, il y a une question de mise en œuvre dans la réalité. Il faut savoir que l'année dernière, en 2023, la minute de silence a donné lieu à plus de 500 incidents. Alors, c'est des élèves qui parfois juste ricanent ou crient à la Akbar, mais c'est aussi parfois des menaces de mort envers le professeur qui est lui-même en train de demander le respect de la minute de silence. Donc il y a aussi un principe de réalité. Madame Genetet voit bien que l'ordre public n'est pas respecté dans les établissements scolaires. Elle ne peut pas demander aux enseignants de le faire respecter à la place de l'État. Il y a également des établissements où il y a une domination politique parfois qui peut exister avec des professeurs qui ont un engagement auprès de la France insoumise. Est-ce que ça existe ? Bien sûr, il y a un grand nombre d'enseignants qui sont très, très politisés, très orientés plutôt à gauche. On estime à peu près à 20-25% le vote enseignant pour la France insoumise. Donc, il y a cette histoire de minute de silence. Après, il était question d'organiser des débats dans les écoles. Mais alors, à qui confie-t-on ces débats ? Parce que si c'est pour... Moi, je fréquente beaucoup les blogs d'enseignants, les sites internet, etc. Ce que je vois, c'est que ces débats sont plutôt orientés vers la question comment ne pas faire d'amalgame entre l'islam et l'islamisme, entre l'islam et le terrorisme, plutôt que sur la liberté d'expression. Donc en fait, ces minutes de silence ou ces débats sont récupérés pour débattre d'autre chose que le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la liberté d'expression et la possibilité pour les professeurs d'exercer leur métier dans de bonnes conditions, en sécurité et dans le respect de la loi. Merci beaucoup Lisa Kamen Herzig, on peut vous écouter régulièrement et je voulais vous avoir ce matin uniquement sur ce sujet de la minute de silence. Vous avez cours peut-être ce matin, vous êtes professeur des écoles, vous allez... Alors, juste un point sur la minute de silence d'ailleurs n'est entre guillemets obligatoire, puisque encore une fois la ministre parle au futur, mais il n'y a pas de base légale dans les collèges et des lycées, donc ça n'est pas le cas dans les écoles primaires. On imagine bien que faire respecter une minute de silence à des élèves de 4 ans sur des sujets comme ça, c'est très compliqué. Et pour ma part, en fait, je travaille à mi-temps. Je travaille les jeudis et vendredis, puisqu'un mi-temps d'enseignant, c'est 2 jours d'enseignement. Je sais que je fais des envieux, mais voilà, je travaille à mi-temps, donc je ne travaille pas le lundi ni le mardi. Eh ben merci en tout cas, merci de ce témoignage. Je voulais qu'on écoute Didier Lemaire, que vous connaissez, qui était le professeur de Trappes, qui avait été menacé si longtemps.
En 2021 et même plus tôt, puisque j'avais alerté dès 2018 avec Jean-Pierre Aubin, le président de la République, de la situation d'abandon dans laquelle mes élèves se trouvaient, c'est-à-dire qu'ils étaient livrés finalement aux islamistes et la République ne les a pas protégés. Le climat dans certains lycées peut être terrible, soit parce qu'il est hostile à ceux qui défendent les principes de la République et donc la liberté des élèves. Je le rappelle que c'est pour défendre cette liberté que nous travaillons. Nous travaillons à éveiller en eux la liberté de penser par l'instruction, par l'exercice du jugement. Donc nous avons une partie qui n'est pas négligeable du corps enseignant qui est acquise à la cause... mais je crois que c'est une constante dans notre pays, d'une partie de la petite bourgeoisie éduquée qui a toujours été du côté des totalitarismes. Ce que vous disiez d'ailleurs, ce qui s'est passé à Tourcoing avec des professeurs... Une dizaine. Qui ont reproché à leurs collègues d'avoir demandé à cette jeune femme de retirer son voile. Et c'est vrai, il y a 25% des profs qui votent LFI, d'autres ne le comprennent pas. Jean-Luc Mélenchon, pas un tweet hier pour rendre hommage à Dominique Bernard. Pas une parole. Et puis on connaît la volonté de toujours plus d'immigration de la part de la France insoumise, parce que dans l'histoire très précise de Dominique Bernard, c'est une famille qui aurait dû être expulsée, on le rappelle, et qui ne l'a pas été grâce à la circulaire Valls que Bruno Retailleau veut remettre en cause aujourd'hui. C'est pas la circulaire Valls. C'est la circulaire Valls. En fait, il y a eu c'est pour ça que Bruno Retailleau revient dessus. Bronca des associations ONG, etc. Oui, mais qui se sont servis de la circulaire Valls. Pour empêcher l'expulsion de la famille. Oui, alors grâce à la circulaire Valls. Et l'État a été faible. L'État a cédé, malheureusement. Alors, ce qui est intéressant, c'est les mots Emmanuel Macron, un an après l'attentat islamiste de la cité scolaire d'Arras, nous nous souvenons de Dominique Bernard. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il cite le mot. Son courage, son combat, son amour du métier de professeur, le plus beau qu'il soit. Mais il l'a pas toujours fait. Le mot islamiste est cité. Bruno Retailleau, il va plus loin. À Arras, nous sommes venus rendre hommage à Dominique Bernard. Nous sommes aussi venus dire notre détermination à combattre cette idéologie meurtrière. Bien sûr. Donc lui, il dit les choses, c'est une véritable guerre que mène sur notre sort l'islamisme politique. Il dit les choses et il a raison. M. Darmanin le disait aussi. Oui, mais... je ne dis pas qu'il ne le dit pas, je dis que Bruno Retailleau dit les choses. Mais c'est tout. Il a raison. Oui, bien sûr qu'il a raison. Non, mais pardon. Marine Le Pen dit les choses. Et il y a un an, Dominique Bernard était tué par un terroriste islamiste. Bon, mais voilà. Thomas Porte, d'ailleurs, il y a un an, le professeur Dominique Bernard était assassiné par un terroriste. C'est déjà différent. Ben oui. C'est évidemment, c'est déjà bien qu'ils mettent le mot terroriste, ils n'osent pas le mettre pour le Hamas. Oui, mais on est en progrès. Mais je suis d'accord avec vous. Attendez, je termine, Elisabeth. Je vous donne la parole après. Pensez pour ses proches, ses collègues, élèves, ainsi que toute la communauté éducative. Mais vous voyez comme les mots en sens. Thomas Porte, c'est pour lui un terroriste. C'est pas un terroriste islamiste. Donc c'est pour ça que tout fait sens. Écoutons Jean-Pierre Aubin. Les responsables politiques sont évidemment les premiers responsables. À droite comme à gauche. Lorsque nous avons à droite comme à gauche, puisque en 2004 nous avons remis ce rapport à François Fillon, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, qui l'a enterré. Et puis ensuite, d'autres ministres de droite puis de gauche se sont succédés et aucun n'a repris les conclusions. Tout le monde a mis la poussière sur le tapis jusqu'aux attentats Charlie Hebdo, puis du Bataclan, où là, on s'est aperçu que l'islamisme était quelque chose d'extrêmement virulent, dangereux, et surtout que lorsque les établissements de l'éducation nationale ont dû faire des moments de recueillement à l'issue, le lendemain ou le surlendemain de ces événements, toute une série d'élèves ont manifesté leur désapprobation, voire leur soutien des criminels, des assassins. Et là, ça a été une prise de conscience, en particulier pour le gouvernement de Manuel Valls, qui a lancé une opération de communication autour des valeurs de la République. Mais c'était déjà dans notre rapport de 2004, ces incidents suite aux attentats de New York, de Washington et de Madrid avaient eu lieu dans nos établissements scolaires.